C'est un bon caché, les spirales Dans les serpents. Non, les dans aquariums. le fond des aquariums à Saint-Caron. C'est quoi, je monte pas dedans. Oui. Écrivain donc de polar, mais derrière chacun desquels se dissimule l'homme que vous êtes, passionné par les questions éthiques que pose le difficile rapport entre le bien et le mal, la justice et le pardon, et qui met donc en scène autant de questions existentielles qui touchent à l'humaine condition dans ce qu'elle a de bon et de mauvais, tentant d'approcher au mieux la question de comment et pourquoi un être humain franchit la fameuse ligne invisible qui l'amène à tuer. Ainsi, vos personnages donnent le ton et Andreas Auer songe ainsi. Ces deux âmes égarées, hantées par leurs démons intérieurs, se sont engouffrées dans une spirale mortelle. Déchirées par leur souffrance, elles ont trouvé refuge dans les abysses de la violence. Malgré leur noble objectif de rendre la justice, chaque choix éloignait davantage ces meurtrières de la lumière. Leurs actes résonnaient comme une symphonie discordante au fond d'un abîme lugubre, les laissant prisonnières de leur propre obscurité, un fatal abîme. Alors, avant d'aborder votre œuvre et pour tenter de définir quelques contours de votre personnalité, permettez-moi 3 questions vous concernant vous. Au cœur de cette gigantesque saga dont nous allons évoquer ce soir les personnages et les rebondissements, saga donc qui a débuté en 2015 avec Le Dragon du Museran, saga qui d'année en année s'est nourrie de tous les personnages, de tous les lieux et de toutes les causes humaines et sociales que vous avez mises en scène. Au cœur donc de cette saga, un personnage, son compagnon, sa famille et son équipe, je veux parler de l'inspecteur Auer. L'évoquant dans Le Dragon du Museran, vous écrivez, Mark Woltenhauer, sa vie avait été toute tracée. Il savait ce qu'il voulait, il savait où il allait, son métier l'avait accaparé ces dernières années, c'était comme s'il avait oublié de se poser des questions, les bonnes questions. Voyait-il son existence se poursuivre ainsi? Pourquoi était-il devenu inspecteur? Alors, pourrait-on dire cela vous concernant? Voyez-vous votre existence se poursuivre ainsi? Et pourquoi et comment êtes-vous devenu écrivain et écrivain de polar? Merci beaucoup, Geneviève, pour cette magnifique introduction, déjà. Et puis, bonsoir à toutes et à tous. 3 grosses questions. Alors, est-ce que ma vie était toute tracée au vu du parcours que vous avez évoqué tout à l'heure? A priori pas, parce que c'est un parcours qui est assez différent et qui s'est fait finalement un peu au gré des événements. Pour moi, à la base, je pensais que ma vie était toute tracée dans le fait que je voulais devenir pasteur. Ça, je l'avais décidé quand j'étais déjà ado. J'ai fait un matu, j'ai été à l'université, j'ai fini ma licence de théologie. Donc oui, j'avais l'impression que ma vie était toute tracée parce que j'avais choisi, c'était sans doute une vocation de devenir pasteur. Et finalement, les choses ont été un peu différentes avec ce parcours. D'abord aux unions chrétiennes pendant que je faisais mes études, ensuite dans la banque, dans le domaine pharmaceutique, qui ont été des expériences fort intéressantes, qui m'ont sans doute inspiré beaucoup de choses, mais force est de constater que ces 2 domaines sont très très peu présents dans mes polars. Donc c'est pas des environnements qui m'ont inspiré en tant que tel pour écrire, si ce n'est qu'il y a quand même quelques éléments pharmaceutiques qu'on retrouve parsemés dans les livres. Donc non, ma vie était certainement pas toute tracée, puis surtout pour moi c'était une énorme surprise, d'écrire un livre, parce que j'avais jamais imaginé un jour que j'écrirais un livre. Pendant mes études, je dirais le français à l'école, ça n'a jamais été ma branche préférée. J'appréhendais les dissertations, et puis j'avais jamais rien écrit de personnel. J'aimais pas écrire en fait. J'étais plus intéressé par le shoot, par d'autres activités, mais c'est en tout cas pas l'écriture. Donc ça, c'était ma première surprise. Et puis finalement, la surprise suivante, c'est que c'est devenu mon métier. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Je pense que
n'importe qui commence à écrire ne peut pas s'imaginer que ça puisse devenir son métier. Je pense qu'on est relativement peu à avoir cette chance-là. Donc, énorme surprise pour moi aussi. Et puis, j'essaie de reprendre le fil des questions. Et pourquoi Et comment j'ai les polars? Et comment et pourquoi les polars? C'est effectivement le voyage autour du monde qui a été un déclencheur. Je pense que après coup, le fait finalement d'avoir arrêté mon travail, d'avoir lâché l'appartement, le fait d'être parti sans savoir du tout ce qu'on allait faire au retour, c'est comme si j'avais finalement fermé une porte et ouvert une porte sur plein de choses. Une porte d'abord sur la découverte, sur le voyage, sur les rencontres, sur un projet avec mon compagnon, un projet de vie. Ça a été une année où j'ai énormément lu, peut-être plus que d'habitude, et comme il le dit souvent, mon compagnon, je suis un peu monomaniaque dans mes lectures, et puis je lis quasiment que des polars. Et cette année-là n'a pas fait défaut. Et notamment, j'avais emporté avec moi, parce que je n'avais pas de liseuse ou quoi que ce soit, donc en fait, on avait souvent pas mal de kilos de livres avec nous, notamment au départ, et j'avais pris plusieurs livres de Camille Alekberg, que j'avais lus les uns à la suite des autres. Et je pense que au final, on va se rendre compte que c'était quand même un élément assez déclencheur. Je sais qu'à un moment donné, pendant le voyage, il y a une idée qui m'est venue assez rapidement, comme ça, une idée assez fugace, en disant ça doit quand même être sympa d'être auteur de romans policiers. Et puis très vite, je me suis dit, mais en fait, oublie ça. T'aimes pas écrire, t'es pas bon en français. Oublie cette idée-là, même si elle a l'air séduisante en tant que telle. Finalement, on est revenu en Suisse et comme on n'avait ni travail ni appartement, on a décidé de retourner chez mes beaux-parents quelques mois. Et il se trouve que mes beaux-parents sont originaires de Grillon et habitent à Grillon. Donc, on a passé quelques mois en 2012 dans ce petit village. Et un jour, je crois que c'était quelques jours avant Noël, je me promenais vraiment dans la rue centrale de Grillon. Il y avait le Café Pomme, il y avait la laiterie, j'avançais en direction du temple. Et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, c'est un endroit génial pour imaginer un roman policier. C'est un cadre parfait. Et cette idée m'est venue justement parce que j'ai fait le lien avec les livres de Camille Alekberg, qui, elle, situe ses polars dans un petit village de pêcheurs sur la côte ouest suédoise. Un petit village de, je sais pas, 1000 habitants, où tout le monde connaît tout le monde, où on peut imaginer qu'il y a des vieilles histoires qu'il faut refondre sur vase, qu'il y a peut-être aussi des légendes, qu'il y a un cadre atmosphérique très fort, hein, avec la mer, des tempêtes, on peut imaginer l'hiver suédois, etc. Et je me dis, mais en fait, c'est exactement le même contexte à Grillon, sauf qu'on est à la montagne. Et je me dis, si Camille Alekberg peut écrire ses polars à Fjällbacka, pourquoi est-ce que je n'écrirais pas un à Grillon? Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça a démarré, du jour au lendemain. Le jour où j'ai eu cette idée-là, j'ai pas réussi à m'endormir. Donc, je suis descendu à la cuisine avec un bloc-notes, je crois, au départ. J'ai commencé à prendre quelques notes. J'ai fait ça plusieurs jours de suite. Je sens vraiment trop en parler au début, mais après, très vite, ils se sont demandé qu'est-ce que je faisais la nuit. Et puis, en quelques jours, finalement, j'avais déjà une ébauche du scénario du Dragon du Mufron. La première idée que j'ai eue, d'ailleurs, c'était le cadavre dans le temple, sur la table sainte. Alors, il y a sans doute un lien avec mes études, mais c'était ma première image. Et en fait, j'ai tout simplement commencé à réfléchir, en me disant, OK, l'histoire commence, on découvre un cadavre dans ce temple. Alors, qui est cette personne qui a été assassinée? Pourquoi? Par qui? Etc. Et de fil en aiguille, en me posant toutes ces questions, j'ai imaginé ce scénario. Est arrivé le moment ensuite où il fallait commencer à écrire. Je me dis maintenant, j'ai l'histoire, en gros. Si j'ai envie de raconter cette histoire, il va falloir passer par l'écriture. Et je pensais que ça serait très compliqué. Je pensais que j'allais bloquer au bout de quelques phrases. Et là, j'ai eu une énorme surprise. En fait, c'est qu'il y a eu un flux. Du moment où j'ai commencé à écrire, j'ai quasiment pas arrêté. Ce qui ne veut pas dire que l'écriture était parfaite dans ses premiers jets, loin de là. Parce qu'après, j'ai retravaillé, etc. Et puis, c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, l'écriture, c'est comme n'importe quelle autre activité artistique ou sportive. Finalement, on peut s'améliorer. C'est pas forcément un don, l'écriture. C'est des choses qu'on peut apprendre. Et apprendre ça, ça demande beaucoup de travail.
Donc, ça a été un peu mon expérience, en fait, de ce démarrage. Et pourquoi le polar? Oui. Pourquoi le polar? Je me suis même pas posé la question, c'était tout naturel. J'ai toujours adoré le roman policier, que ce soit en lecture, en film, en série. La responsable de tout ça, c'est ma maman. Je vous remercie. Je le remercie toujours. Moi, j'avais commencé par lire des Agatha Christie. Et puis, les premiers polars, entre guillemets, pour adultes que j'ai lus, c'était ceux de Mankell, que ma mère me passait, qui est une grande fan de polars nordiques. Et puis, c'est comme ça que j'ai démarré. Alors, juste encore, avant d'aborder l'œuvre, dans Le Dragon du Muvran, Karine Joubert et Andreas Sauer évoquent Don Quichotte et Sancho Panza. Sancho Panza, c'est le fidèle et très sensé compagnon de Don Quichotte qui tente d'avertir son maître qu'il est en train de se perdre dans ses illusions de rêveur alors que la réalité lui échappe. Sancho a les pieds sur terre et Don Quichotte la tête dans les nuages. Êtes-vous plutôt Sancho Panza ou Don Quichotte? C'est la première fois qu'on me pose cette question. Mais je pense, c'est une réponse à la Suisse. Je pense un peu des deux. Parce que je suis quand même quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. Je suis quelqu'un d'assez structuré, organisé. Je suis pas forcément un rêveur qui perd pied avec la réalité, loin de là. Mais finalement, la tête... Vous avez dit quoi, la tête dans les... La tête dans les nuages. Dans les nuages. Pieds sur terre. Alors, la tête, quelque part, oui, parce que finalement, toutes les histoires viennent de mes pensées, de cette projection que j'ai. Et c'est vrai que des fois, quand je suis en train de réfléchir à mon scénario, même si j'ai des gens autour de moi, je peux ne pas les entendre. Je m'enferme, en fait, dans une sorte de bulle où, quelque part, je suis dans mon histoire. Donc, je dirais les deux. Les deux. Alors, chacun de vos polars met donc en scène l'inspecteur Andreas Auer, BMW 635 scie grise, Saint-Bernard et Cigare. Donc, on le met en scène avec ses proches, son équipe et son univers. Alors, pour entrer dans cet univers, je vous propose la lecture d'une page du dernier tome de la saga Ultimatum, donc ouvrage qui a été publié en 2025, écrit à 4 mains. En fait, en 2 mots, à l'approche de Noël, des terroristes lancent un ultimatum aux autorités fédérales. Si Moussa Yassem al-Maliki, prisonnier de l'État islamique, n'est pas libéré, il y aura attentat. Dans le même temps, tandis que le chef de l'armée suisse, le commandant de corps Aloïs Lanterret, a été suspendu de ses fonctions suite à une accusation de viol, on retrouve le corps sans vie de la plaignante Julie Brossard, assassinée au marché de Noël de Montreux. Quant à l'inspecteur Andreas Auer, il vient de subir une grève de foie. Il s'apprête donc à quitter le CHUV, mais lorsque ce dernier arrive enfin à l'Étoile d'Argent, le chalet qu'il partage avec Michael Achard, journaliste, et son conjoint, il inspira l'air pur de la montagne et prit le temps d'admirer le paysage. Le chalet L'Étoile d'Argent était niché dans un écrin enchanteur, légèrement à l'écart du village au cœur d'une clairière. Sous un ciel d'un bleu éclatant, le grand Muvran, paré d'une cape immaculée, était resplendissant. « Tu viens ?» lui dit Michael qui avait pris les affaires d'Andreas dans le coffre. « J'arrive, je suis parti depuis 2 semaines et j'ai le sentiment que c'était il y a des siècles. » Michael laissa son compagnon ouvrir la porte et entrer le premier dans le chalet. Minus, leur Saint-Bernard, qu'Andreas n'avait pas vu depuis son départ pour le CHUV, accourut avec son allure pataude et frotta affectueusement sa tête contre lui. Lilane, la petite chatte noire aux pattes blanches, vint se blottir contre ses jambes. Andreas se baissa pour enlacer son chien, puis il prit Lilane dans ses bras. Lorsqu'il arriva au salon, sa nièce Mélissa et son neveu Adam lui sautèrent au cou. La sœur d'Andreas, Jessica, était en train d'éplucher des gousses d'ail dans la cuisine ouverte. « Bienvenue à la maison !» lança-t-elle. Andreas la rejoignit et s'exclama en voyant le caclon sur la table. « Une fondue au fromage, j'en rêvais !» Jessica serra tendrement son frère dans ses bras. « Tu nous as fait tellement peur la semaine dernière. »« Ne t'inquiète pas, rigola Michael, ton frère est un battant, tu le sais. » En attendant que Jessica finisse de préparer la fondue, Andreas sortit avec Minus dans le jardin enneigé, après avoir choisi une vitole dans son humidor. Il n'avait pas pu résister au plaisir de fumer un bon cigare. Sa chirurgienne n'approuverait certainement pas, mais tant pis. Ce cigare aurait pour lui une saveur particulière, marquant la reprise de sa vie après son opération.
il avait opté pour un exceptionnel Mère Apfel, Mère Pyramide, que lui avait conseillé Yann, le gérant du tabac shop de Montreux. Après en avoir délicatement coupé l'extrémité avec sa guillotine, il l'alluma, tira une première bouffée et se laissa aller à la dégustation. Le cigare révéla une douceur délicate, déployant des arômes de cacao, des notes boisées et des bouquets plus exotiques, du gingembre, du piment. Chaque inhalation était pour lui une rencontre entre la subtilité des saveurs et le plaisir de la fumée. Alors, j'ai 2 questions. C'est une expérience assez singulière que l'écriture d'un roman. C'est une expérience encore plus singulière que l'écriture d'un roman à 4 mains. Que représente pour vous ce roman et comment s'est passée en fait l'écriture avec Nicolas Feuze? Oui, c'était une incroyable aventure. Pour l'expliquer, en fait, il faut remonter à la sortie de mon premier livre, Le Dragon du Muvran. Au même moment, Nicolas sortait Les Bouches, qui était son 6e, peut-être, si je ne me trompe pas. Et forcément, il a commencé à voir Le Dragon du Muvran un peu partout en Suisse romande. Et puis, il m'a écrit un message en me disant « Ah, on n'est pas encore nombreux en Suisse romande dans le polar. » Alors, bien sûr, il y avait des auteurs, il y a toujours, comme Corinne Jacquet à Genève, par exemple. Mais c'était une période où tout d'un coup, le polar était assez mis en avant, autant par les libraires que la presse. Et puis qu'on commençait à être attentif à la littérature policière romande. Et du coup, Nicolas et moi, on était assez mis en avant. Donc, il m'a écrit, on s'est vu pour un café. Je pense qu'on pensait voir une demi-heure. Puis en fait, la première rencontre a duré plus de 3 heures. Et on est ressorti de là en se disant, on a un premier projet, c'est que dans nos prochains livres respectifs, on va faire en sorte que nos 2 inspecteurs se rencontrent. À l'époque, il écrivait encore la série avec l'inspecteur Mike Donner. Et du coup, il y a un chapitre dans Qui a tué Heidi et Onoto, les noces de sang, qui est identique au niveau des dialogues, différent au niveau de la narration, puisque là, c'est la perspective de Donner, et chez l'autre, c'est chez moi de la perspective de Hauer, où ils se rencontrent. Et ça a relativement vite fait parler les lecteurs, la presse, qui ont réalisé qu'il y avait ce qu'on appelle un crossover. Et dès ce moment-là, il y a une question qui ne nous a plus jamais quittés, c'est quand est-ce que vous allez écrire ensemble? Et à cette question-là, on répondait vraiment toujours non, ça ne se fera pas. Parce qu'on était chacun, je pense, dans nos propres dynamiques, et puis on n'imaginait pas du tout écrire ensemble. Enfin, il n'y avait pas vraiment... c'était assez honnête comme réponse. On n'était pas en train de réfléchir, on va peut-être le faire. C'était plutôt non, c'est pas notre truc. Dans les faits, on a appris à se connaître, on s'est beaucoup fréquenté de plus en plus, d'ailleurs, dans les salons, des dédicaces, des événements. On est devenus amis. Et depuis 4-5 ans maintenant, on a l'habitude de faire toute une tournée de dédicaces en fin d'année. Où on a peut-être, 50 dates entre mi-novembre et décembre où on est ensemble, où on échange beaucoup sur différentes choses. Et en 2023, il y en a un des 2, on ne sait plus lequel d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je suis en train de me demander, mais c'est qui a écrit ce passage? Je crois que c'est moi. Il y en a un des 2 qui a dit, mais si on profitait de ce temps pour essayer d'imaginer un scénario, peut-être que ça va le faire, peut-être pas. Mais c'était vraiment dans l'idée, peut-être qu'on coécrira quelque chose dans 2-3 ans, si les choses se présentent bien. Très vite, on avait cette idée de dire, on va pas imaginer quelque chose avec des nouveaux personnages, mais faire en sorte que ce soit nos 2 univers qui se rencontrent, celui de sa 2e série avec le procureur Jameson et puis celle de l'inspecteur Hauer. Et en fait, très vite, les idées ont fusé et on est arrivé à Noël avec un scénario d'ultimatum qui était rédigé de manière très précise. Donc, on savait exactement chapitre par chapitre ce qui allait se passer du début à la fin. Et ça, on l'a fait en 6 semaines. Donc déjà, c'est incroyable. La dynamique à 2, finalement, quand on est tout seul. Je parlais avant des questions que je me posais sur qui a tué, pourquoi, etc. En fait, on est 2 à se poser ces questions et du coup 2 à alimenter finalement la discussion là autour. Quand on a eu terminé, on s'est dit c'est quand même pas mal et on n'avait plus qu'une envie, c'était de l'écrire. Alors qu'on était encore en train d'écrire Fatal Abîme pour moi et puis les extradés pour Nicolas, on devait les rendre, je crois, fin février. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre les bouchées doubles. On finit nos livres respectifs le 31 janvier, le 1er février, on commence à écrire. Ce qu'on a réussi à faire par ailleurs. Et
la question qui s'est posée, justement, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant pour coécrire? On n'avait même pas vraiment réfléchi à la question. Et on s'est dit, on va se répartir les chapitres. On aurait pu le faire de manière logique, un chacun, deux, etc. Puis en fait, nous, on est parti sur l'idée en disant, tiens, moi, j'aimerais bien écrire celui-là. Moi, j'aimerais celui-là. Je pense que ça serait pas mal que ce chapitre-là, ce soit toi qui l'écrives. Et en fait, on a un peu réparti comme ça les chapitres. Il en restait 4 ou 5 à la fin que ni lui ni moi voulions écrire, et puis on les a tirés au sort. Alors, chacune de vos affaires met en scène une cause sociale, humaine, tente de régler le conflit entre le bien et le mal. Alors, il y a le harcèlement infantile dans Le Dragon du Muvran, il y a les intérêts immobiliers dans Qui a tué Heidi, il y a les dérives sectaires et sacrifices humains dans L'Aigle de sang, l'homophobie dans Les Protégés de Sam Kinga, drogue, trafic d'organes, cannibalisme dans Cendres ardentes, féminicide dans Fatal Abîme, recherche de pouvoir et diffamation dans Ultimatum. Henning Mankell, dans une interview accordée aux Parisiens, souligne sa vision du roman policier et s'exprime ainsi. Le polar est le genre littéraire idéal pour mettre en scène des dysfonctionnements de notre société sans pour autant tomber dans le manichéisme. Dans Monsieur Proust, ouvrage qui recueille sous la plume de Georges Belmont les souvenirs de Céleste Albaret, qui a accompagné les 8 dernières années de la vie de Marcel Proust, on lit « Je lui ai démontré qu'il faut savoir lire et que beaucoup de gens lisent des mots, mais ne savent pas bien lire ou lisent mal et ne comprennent donc pas ce que l'on a voulu écrire. » Alors, quelles ambitions votre plume nourrit-elle et qu'attendez-vous de votre lecteur? Je pense que, en fait, quand j'ai commencé à écrire Le Dragon du Muvron, vu que tout est venu très spontanément, j'avais qu'une envie, c'était d'écrire un roman policier, d'imaginer une enquête, etc. Et je me suis fait relativement peu de réflexion sur finalement quels étaient les thèmes que j'allais traiter ou finalement les thématiques qui allaient en ressortir. Je crois que c'est venu en cours d'écriture. Je me suis rendu compte qu'en fait, en écrivant de toute manière, il va y avoir des choses qui vont transparaître dans cette histoire, enfin, au travers de cette histoire. Ce qui fait que pour les suivants, la réflexion a été un peu plus, je l'ai prise un peu en amont, en me disant, tiens, quelles sont les thématiques qui me touchent? Typiquement, par exemple, l'avant-dernier Fatal Abîme, le point de départ, en fait, c'était pas un lieu, par exemple, pour les mines de sel. La première idée avec laquelle je suis parti, c'est je vais écrire un polar qui se passe dans les mines de sel, mais je savais pas encore ce qui allait s'y passer. En revanche, pour Fatal Abîme, clairement, ça faisait quelques années que je lisais des articles sur les féminicides, sur la violence conjugale, que je lisais chaque année les statistiques qui sortaient. Un sujet qui m'a un peu travaillé, qui est quand même un sujet grave dans notre société. Je me dis, tiens, j'ai envie de m'y intéresser un peu plus. Et en fait, c'est en partant de cette thématique-là que finalement, au fil de mes recherches, au fil de mes rencontres, il y a des personnages qui ont commencé à naître et puis une histoire qui a commencé à se tisser. Et c'est vrai que je trouve que le genre du roman policier est vraiment idéal pour ça. Parce que finalement, on peut, dans le cadre d'une société donnée, traiter de tous ces sujets qui sont des sujets de société. Et le roman policier s'y prête particulièrement bien, d'autant plus qu'on touche à des questions liées souvent à la mort et du coup à la vie et à toutes les valeurs et toutes les questions qui accompagnent ces réflexions. Alors, vous ne privez jamais votre lecteur d'excursus fouillés sur l'histoire, les méthodes d'investigation policière, les phénomènes de décomposition des corps dans l'eau. Il y aurait 1000 exemples à présenter, alors j'ai choisi celui de l'entomologiste dans Cendres ardentes, publié en 2023. La découverte dans les eaux du Léman de cadavres de femmes atrocement mutilées dont il ne reste que le tronc contraint l'inspecteur Auer et son équipe de la brigade criminelle à mener l'enquête. Ainsi, dans la salle d'autopsie, on s'active autour du corps d'une des victimes et vous, Marc Woltenhauer, vous écrivez... Je me réjouis de voir le passage que vous avez choisi. Ah ouais. Dans le cas des corps immergés, compléta-t-il, l'évaluation de l'intervalle post-mortem par méthode entomologique
n'est pas possible du fait que le corps n'est pas accessible à l'entomofaune nécrophage terrestre. Lorsque le cadavre émerge hors de l'eau, celui-ci peut être colonisé par les mêmes espèces qui s'attaquent aux dépouilles exposées à l'air libre. Cela peut nous donner une indication de quand, approximativement, le corps a émergé, mais en aucun cas nous révéler quand la personne a été jetée dans l'eau, et encore moins quand elle est décédée. Pourtant, dans ce cas, je constate la présence de très nombreuses larves. À part quelques œufs et des larves de premier stade vivantes, toutes les autres larves plus anciennes sont mortes. La seule explication possible est qu'elles étaient présentes sur le corps avant l'immersion, et le manque d'oxygène sous l'eau les aura tuées. Et d'où proviennent les œufs et les larves vivantes alors, demanda Kinga. Des mouches, venant d'un bateau par exemple, ont pu se poser sur le sac et y pondre des œufs pendant qu'ils flottaient. Ensuite, les larves sont capables de ronger le plastique pour s'attaquer à la viande. En examinant le plastique de près, on devrait pouvoir trouver les minuscules trous faits par les larves. Yacoub préleva quelques cuillerées de larves qu'il mit dans son flacon et continua sa démonstration. Les petits tas blanchâtres sont des œufs. La première ponte intervient en général dans les heures qui suivent le décès. On les retrouve dans les orifices humides comme les yeux, les narines, la bouche, l'anus, le vagin ou une plaie. Il y a sans doute des larves de Califoridae qui font partie de la première escouade, peut-être de Mucidae, mais il me faudra les analyser au stéréoscope pour le confirmer. Attirées par l'odeur de putréfaction, les mouches apparaissent presque immédiatement après la mort du cadavre frais. Il y a aussi probablement des Sarcophagidae qui arrivent dès que l'odeur méphitique se dégage du cadavre, en général entre 48 et 72 heures après le décès. Certaines des larves mesurent environ 15 mm. Il s'agit du stade précédent la pupaison qui intervient selon les espèces de 8 à 10 jours après la ponte des œufs. Mais cela varie en fonction des conditions et de la température du lieu où se trouve le corps. Et comme nous n'en savons rien, pour le moment, cela complique la donne. Malheureusement, les larves les plus anciennes sur la dépouille sont mortes et déjà en phase de décomposition. En quoi c'est un problème, intervint à nouveau Kinga. Idéalement, il me faut des larves vivantes pour les incuber dans des conditions similaires à la scène de crime jusqu'à ce qu'elles deviennent des mouches. On obtient alors ce qu'on appelle des degrés jours de croissance propres à chaque espèce qui me permettent d'évaluer le stade de développement et l'âge de la larve. À partir de là, je peux remonter le temps et estimer quand la mère mouche a pondu ses premiers œufs. On aura ainsi une estimation du jour de la mort, demanda gentiment Kinga, qui voulait que l'entomologiste en vienne aux faits, qui les intéressait directement pour leur enquête. N'avez-vous jamais peur de perdre votre lecteur lorsque le propos devient tellement spécialiste? Alors, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un passage assez ardu. Je pense que c'est un des plus complexes, peut-être au niveau médecine légale, que j'ai intégré dans mon livre. Si on regarde dans Fatal Abîme, c'est une toute autre approche, en fait. Mais je trouvais intéressant aussi. De manière générale, j'essaie de faire en sorte que tout ce qui touche aux enquêtes soit le plus réaliste possible. Il ne faut pas être conforme à la réalité. D'ailleurs, dans le 90% des enquêtes pour meurtre, là où la meurtrière sont arrêtées dans les jours qui suivent. Et du coup, l'enquête, elle démarre vraiment à partir du moment où la personne a été arrêtée. Or, dans un roman policier, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, puisque on veut tenir le lecteur en haleine jusqu'à ce que l'enquête amène à découvrir le tueur. Mais néanmoins, j'essaie d'être le plus réaliste possible et d'aller très au fond, en fait, de ces éléments-là. Je peux vous raconter l'histoire de ce tronc dans le lac, parce que ça a été un long débat avec plusieurs spécialistes. J'avais cette idée qui m'est venue d'ailleurs d'une vraie affaire au Danemark. Et je me dis, tiens, est-ce que ça fonctionnerait dans le lac Léman? Donc, bien sûr, j'ai été parler avec les médecins légistes, j'ai parlé avec la police scientifique, j'ai été parler avec les plongeurs de la police qui sont confrontés justement à les repêcher des cadavres dans le lac, qui me disaient, mais en fait, là, dans cette partie du lac vers Vevey, c'est très profond, et en général, les corps ne remontent pas, parce que c'est trop froid, donc le corps ne peut pas se décomposer, il n'y a pas de gaz qui vont faire que le corps remonte, donc souvent, les corps restent vraiment au fond du lac. Donc, du coup, il m'a fallu réfléchir en disant quelles seraient les conditions qui feraient que, malgré tout, ce corps puisse remonter. Donc, j'ai trouvé, en ayant fait ces discussions. Puis après, j'ai même été rencontrer un limnologue
qui est donc un océanographe pour les lacs, avec qui j'ai discuté des courants en discutant, mais s'ils jettent le corps à tel endroit, qui coule à cet endroit-là, est-ce qu'avec les courants, c'est possible qu'ils reviennent jusqu'à la plage d'Amaladair? Donc en fait, tout ça, alors je n'ai pas tout forcément détaillé, mais en fait, théoriquement, tout tient la route. Ouais. J'aurais pu simplement dire, il y a un corps qui est remonté à la surface, puis on ne se serait peut-être pas posé de questions, en disant, c'est tout à fait probable. Mais en fait, j'ai vraiment poussé le bouchon très loin, notamment dans cette affaire-là, pour m'assurer avec tous ces spécialistes qui sont aussi pris au jeu, pour voir est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est vraiment faisable. Mais il y a beaucoup de vos ouvrages sont fouillés dans l'histoire. Je pense à Sandra Ardente, l'histoire de l'Albanie. Je pense justement aux protégés de Saint-Kinga et les mines de sel. Comment se passe le travail d'écriture? C'est-à-dire, il y a beaucoup de recherches, il y a la rencontre avec des gens, il y a une recherche, je pense, avec des livres. Et puis après, il y a l'écriture. Comment ça se déroule? Je dirais que c'est assez variable d'un livre à l'autre, mais c'est clair que c'est quand même plusieurs mois de recherche. Le cas des mines de sel particulièrement, puisqu'il y a toute une partie en fait historique où on suit les péripéties de Aaron aux alentours de 1815 à B. Donc là, c'est beaucoup de lecture. J'étais aux archives pour voir des plans, pour voir à quoi ça ressemblait à l'époque. J'ai lu des anciens journaux, des articles historiques, avec cette idée de dire, il faut que j'essaie de m'imprégner de cette période-là, surtout si je veux écrire une histoire qui se passe à cette époque-là. Comment faire pour que, quand on lise le livre, on ait l'impression d'être dans cette période-là? Et j'ai trouvé ce travail extrêmement fascinant, ce travail historique. Un jour, quand j'aurai le temps, je crois que, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit, ou je crois madame. Ah oui, c'est madame. Disons peut-être que le Chablais-Valaisan, ce sera pour un jour. Je vais vous révéler quelque chose. J'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée d'écrire un peu l'art historique qui se passerait à Saint-Maurice, mais peut-être au Moyen-Âge. OK. J'ai encore pas eu le temps de m'y plonger, mais en fait, voilà, je pense que les lieux sont assez inspirants, et puis je suis assez fan du nom de la rose, de Umberto Eco. Et puis, quelque part, je me dis, tiens, de faire un roman de ce type-là dans cette région, ça pourrait être assez génial. Mais c'est clair que là, ça demande, je pense, encore plus de travail, mais c'est passionnant. Donc, peut-être, on verra un jour. C'est pas pour l'année prochaine, en tout cas. Mais je trouve ce travail de recherche qui a un aspect extrêmement fascinant. Sandra Ardente, ça m'a pris aussi beaucoup de temps parce que là, finalement, j'ai voulu parler d'un pays, d'une culture, d'une histoire que je connaissais très, très peu. Donc là aussi, vu que c'était central dans l'histoire, je ne peux pas simplement me lancer comme ça, avec tous les préjugés qu'on entend, par exemple sur la population albanaise, etc. Mais je me sentais le devoir vraiment aussi, dans ce cas-là, d'aller très à fond dans mes recherches, et puis surtout d'aller en Albanie aussi, pour rencontrer des gens sur place, pour m'intéresser sur place à l'histoire du pays, et repartir de là finalement aussi avec un ressenti qui m'a permis, je l'espère, d'écrire quelque chose qui soit le plus juste possible. D'ailleurs, ce livre est en train d'être terminé, d'être traduit en albanais. OK. Oui, il y a des choses très, très intéressantes sur le Kanoul, les Bournéchas. Enfin, tout ça, c'est très, très historique. Tout ça, c'est... Ouais. Alors, donc, Qui a tué Heidi, publié en 2017, qui met en scène le meurtre d'un opposant au régime russe, la mort de Blümchen, la vache de Serge Hugon, que l'on retrouve mort également quelques jours plus tard, et enfin, le meurtre de 7 femmes étrangement déguisées. Vous décrivez Andreas Auer ainsi. Il aimait la vie, mais le temps qui passe, la crainte de l'avenir, la peur de la mort, elle jetait un voile grisâtre sur son existence. Il essayait de mettre cela de côté, de ne pas trop y penser. Il se répétait souvent à lui-même, carpe diem, cueille le jour, présent sans te soucier du lendemain. Il était un épicurien, un être à la recherche du plaisir avant tout. Mais ce qu'il croyait être une quête du bonheur n'était en fait qu'une fuite en avant. Selon la doctrine épicurienne, le but était de parvenir à un état de sérénité d'esprit constant. Pas le plaisir pour le plaisir, mais la recherche d'une sagesse.
lui-même était loin de trouver la tranquillité de l'âme. Comment est né ce personnage? Quand j'ai commencé avec le Dragon du Muvron, j'ai fait les choses dans un ordre un peu particulier parce que j'avais d'abord cette image du cadavre dans le temple. J'ai assez vite eu en tête l'idée de l'homme qui n'était pas un meurtrier, du tueur. J'ai eu le scénario et puis finalement, assez tard dans cette réflexion, je me suis dit, maintenant, il me faudrait quand même quelqu'un, un ou deux personnages principaux pour enquêter. Et là, j'ai repensé un peu à finalement toutes mes lectures de polar que j'ai faites. Et il y a un type d'inspecteur qu'on retrouve quand même très fréquemment, notamment chez Mankell, avec Wallander, ou chez Nesbø avec Harry Hole, par exemple. Un flic un peu cabossé par la vie, un peu porté sur la boisson, qui a souvent des problèmes relationnels avec les femmes, qui a des relations compliquées avec sa hiérarchie, etc. Et c'est des personnages que j'aime beaucoup, en tout cas dans les polars que j'ai lus, mais je me dis, je vais surtout pas refaire la même chose. J'avais Camilla Läckberg en tête, forcément, là on est dans tout contexte. Lui est inspecteur, elle est écrivaine, journaliste, ils sont décrits avec leur vie de famille, les enfants, les couches-culottes, etc., la garderie. Il me dit, c'est pas mon univers. Et c'est là où, en fait, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, pourquoi pas partir sur un couple homosexuel, ce qui est ma réalité. Je me suis dit, bon, ce sera plus simple d'en parler puisque c'est quelque chose que je vis, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, c'est que dans la littérature policière, il y a très, très peu de séries de romans où les protagonistes sont un couple homosexuel. Et en fait, c'est comme ça que Andreas Auer est né, et Michael, bien sûr. Voilà. Alors, il y a une page que j'aimerais lire. Andreas Auer donc, est un enquêteur et il y a une très, très belle page qui est tirée du Dragon du Muvron. Je vous dis pourquoi je l'ai choisie. Je vous lis. Ils sont seuls à leur table austère. Le tournoi alterne ses dangers. Lentes, les pièces glissent. Tout au long de la nuit, deux couleurs se haïssent dans le champ agencé qui les tient sous sa loi. Radieuse magie où joue un vieil effroi, des destins rigoureux et parés s'accomplissent, règnent en armes, petits pions qui soudain s'anoblissent, faux tortueux, tour carré, ultime roi. C'est un magnifique poème de Jorg Louis Borges qui s'appelle Les Échecs. Et quand j'ai lu ce poème, ça m'a fait absolument penser à ce passage-là du Dragon du Muvron. Donc je vous laisse le lire. À l'instant où il avait vu le lien entre le poker et un interrogatoire de police. Pour gagner, il fallait réussir à percevoir les signes des autres joueurs, mais aussi canaliser les siens. Au poker, on appelle ça les tels. Ce sont des messages inconscients que l'on transmet à son adversaire. C'est le fameux « on ne peut pas ne pas communiquer » de Paul Václavic. Ces signes, il s'agit de les détecter et de les interpréter. A-t-il les pupilles dilatées, une respiration plus forte? Les veines du cou sont-elles gonflées? Cela pourrait être une indication d'angoisse. Il détourne le regard. Il a peur qu'on lise en lui. Craint-il que son bluff soit détecté? Il se mord les lèvres. Il est probablement tendu. Tous les signes ont une signification. La position du corps, les mouvements, la respiration, le regard, les expressions du visage, les habitudes. Comment tient-il ses cartes? Que fait-il avec ses jetons? Détecter tous ces détails requiert un sens de l'observation développé. Les interpréter nécessite d'analyser le jeu de l'autre sur une certaine durée. Dans le cadre d'un interrogatoire, c'est plus compliqué, car il faut très rapidement pouvoir comprendre comment son adversaire réagit. Un joueur expérimenté parvient à créer la confusion chez son rival, à le déstabiliser. C'est là que l'adversaire est susceptible de commettre des erreurs. Les tels que je perçois sont-ils des manifestations inconscientes dévoilant mon adversaire, ou alors des signes distillés de manière consciente, censés m'induire en erreur? Il bluffe ou il ne bluffe pas? C'est la fameuse question, le doute s'installe. Au bout du compte, le plus rusé est celui qui est conscient de ce qu'il veut bien montrer à l'autre et maîtrise ses propres émotions. La motivation, le calme et le self-control sont les meilleures armes. Peu importe quelle carte on a en main. Le plus habile au niveau psychologique remportera l'enjeu. Mais avec Fournier, il avait affaire à un amateur. Pas de quoi se réjouir, la partie était gagnée, même avant de commencer. Vous aimez le poker? Pas du tout.
Non, pas du tout. Quand vous percevez, quand vous voyez quelqu'un dans la rue ou dans un train, est-ce que vous faites maintenant ces analyses, vous vous mettez dans la peau des personnages dont vous racontez l'histoire? Est-ce que vous êtes devenu un petit peu enquêteur? Non, je pense pas. Alors, le poker, j'ai déjà joué quelques fois, je trouve ça amusant, mais ça en aucun cas une passion. Dans la rue, en fait, où ça m'arrive dans n'importe quelle circonstance, des fois, il y a bien sûr des personnes qui vont attirer mon attention. Ça peut être lié au comportement, ça peut être lié au physique, ça peut être lié à une situation, mais je prends pas des notes. Simplement, je sais qu'il y a des fois, il y a des choses qui restent dans un coin de ma tête, puis tout d'un coup, quand j'imagine une histoire, il y a des images qui me reviennent. Donc, bien sûr, finalement, toute l'inspiration, elle vient aussi de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je lis, de gens que je rencontre peut-être. Les Protégés de Sankinga, ouvrage publié en 2020, raconte une prise d'otage dans les mines de sel de B. Un homme déguisé en charlot séquestre pendant plus de 50 heures les membres d'une association d'extrême droite, une classe de 16 adolescents, leur guide, leur institutrice et 2 sauniers. Il voudra qu'on accorde l'asile à un réfugié débouté au nom des règles de Schengen. Il voudra que les responsables de la communauté catholique intégriste reconnaissent leur responsabilité face à l'homophobie. Il voudra enfin qu'on réhabilite la mémoire d'un mineur juif. Autant de causes nobles qui ne justifient pourtant pas la violence du preneur d'otages. Pour les victimes, le constat est clair. Charlot nageait en plein paradoxe, même s'il ne l'entendait pas de cette manière. En se révoltant contre l'injustice, il devenait lui-même un criminel. L'issue sera d'ailleurs tragique pour Charlot, Sophie Corbeau et Daniel Kirchner, tous 2 membres du Bloc identitaire suisse, un groupe d'extrême droite. Les images de la déflagration continuaient à défiler dans sa tête. À terre, au moment de l'explosion, Andreas n'avait pas vu l'instant fatal, mais la scène qu'il avait découverte en se relevant dépassait toutes les boucheries auxquelles il avait été confronté durant sa carrière. Les 3 dépouilles gisaient au sol, leurs visages méconnaissables, leurs membres déchiquetés, les parois abominables et thoraciques éclatées. Il sentait encore l'odeur des lambeaux de chair que l'explosion avait projetés sur lui. Tout ne finit pas toujours bien dans vos ouvrages. Comment vous choisissez les personnages qui vont être sacrifiés quelque part? C'est marrant, en fait, j'étais en train de redécouvrir ce texte, ça fait des lustres que je n'avais pas ni lu ni entendu. En fait, la fin, souvent, elle me vient en cours d'écriture. Je disais avant avec Nicolas pour Ultimatum, on a vraiment fait le scénario du début à la fin. C'était vraiment nécessaire parce qu'on écrivait les 2 ensemble. Nicolas, lui, en général, quand il travaille tout seul, il fait aussi un scénario extrêmement détaillé du début à la fin. Moi, je le fais, mais je m'arrête peut-être à la moitié ou au maximum aux 2/3. Puis après, je laisse relativement ouvert parce que j'ai réalisé que quand je commence à écrire, il y a des choses qui vont évoluer. Notamment, il y a des personnages qui vont peut-être prendre plus d'importance. Je vais prendre des chemins de traverse que je n'avais pas imaginés dans l'histoire, même si je garde en fait quand même la ligne générale de ce que j'avais imaginé. Et en fait, surtout, j'aime bien laisser la fin ouverte. Parce que d'un coup, les choses vont assez naturellement se mettre en place. Donc, ce n'est pas forcément toujours une longue réflexion stratégique sur comment ça va se terminer. Ça se fait. Ça se fait. Alors, dans cet ouvrage, moi, il y a un personnage qui m'a énormément émue, en fait. Il s'agit de Bakary, qui est le négociateur dans l'affaire. Hein, et quand la prise d'otage a pris fin, vous écrivez ceci le concernant. Depuis sa maison à Mont-sur-Rolle, Bakary avait les yeux perdus au loin sur la surface tranquille du lac Léman.
Assis sur le canapé du salon, il savourait ses retrouvailles avec sa femme après les 3 jours qu'avait duré cette prise d'otage dramatique. Il avait fait un premier débriefing avec Chantal, mais il éprouvait encore le besoin de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Il ouvrit une bouteille de vin blanc et raconta une nouvelle fois à son épouse ce qui s'était passé. D'une certaine manière, Bakary s'identifiait à la cause défendue par les ravisseurs. « L'injustice n'importe où est une menace pour la justice partout », écrivait Martin Luther King depuis sa prison de Birmingham. Pour Bakary, dénoncer les injustices et le racisme relevait d'une obligation morale. Il ne pouvait accepter l'idée qu'une vie humaine puisse avoir moins de valeur qu'une autre. Or, c'était précisément ce que soutenait le Broederbond en Afrique du Sud, le Ku Klux Klan aux États-Unis ou le bloc identitaire suisse. Pour Bakary, la seule manière de lutter contre l'extrémisme était la voie pacifiste, celle que n'avaient pas retenue Hugo Duvernay et ses complices, celle qui réclamait tellement plus de courage et de volonté. À cet égard, Desmond Tutu, l'archevêque anglican, est pour Bakary un modèle d'humanité. Il désapprouve autant l'apartheid que la vengeance des Noirs à l'égard des Blancs et a œuvré sans relâche, prêchant un message de paix et de non-violence sa vie durant. Il a eu de cesse de lutter contre les injustices. D'abord chevrie ouvrière de la réconciliation aux côtés de Nelson Mandela en 2013, il s'est engagé dans un combat contre l'homophobie qu'il considère comme du racisme au même titre que l'apartheid. Plutôt aller en enfer que de rejoindre un paradis homophobe, disait-il. Je continue. Vous pouvez vous arrêter, parce que ma question est prête. D'accord. Alors moi, ce personnage m'a particulièrement touchée. Vous, est-ce que dans tous les personnages que vous avez mis au monde, est-ce qu'il y en a un ou deux pour lesquels vous avez une tendresse particulière? Et est-ce que vous êtes le juge de vos personnages? Est-ce que vous prenez parti? Bon. Ou est-ce que vous êtes le témoin impartial? C'est une excellente question. Je ne crois pas que je me pose en juge, finalement, parce que, notamment, par exemple, le Dragon du Murmure, il y a une fin qui est assez ouverte sur le ressenti qu'on peut avoir sur la manière dont se termine l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours de la part des lecteurs qui me disaient « Mais tiens, moi, à la place de cette personne, il y a quelqu'un qui n'a pas lu le Dragon du Murmure ?» C'est drôle, parce que pas lu. D'accord, waouh. C'est impressionnant. Donc, je ne vais pas spoiler la fin. Mais en fait, les lecteurs se mettaient à la place de ce personnage en disant « Est-ce que j'aurais agi pareil ?» Et pour moi, c'est ça qui est important. Ce n'est pas de donner une réponse moi-même. C'est justement de susciter la réflexion, susciter l'interrogation, qui est aussi la mienne, finalement. Et je trouve que ça serait dommage, en fait, d'aller donner une solution là où c'est une question qui est importante et finalement à laquelle chacun doit pouvoir à un moment donné donner une réponse ou pas, ou ça va en tout cas susciter la réflexion. C'est ça que je trouve intéressant. Puis je dirais, bon, non, je suis pas là pour juger finalement. C'est comme dans la vraie vie, il y a des gens dont c'est le métier de juger des affaires. Moi, je suis plutôt là pour accompagner mes personnages dans l'histoire. Vous dites souvent, un flic n'est pas qu'un flic, un meurtrier n'est pas qu'un meurtrier. Que pensez-vous de l'homme qui, par amour, par passion, par conviction, dépasse les justes limites permises? Ah, ça, c'est une question très personnelle. Qu'est-ce que je pense? Alors, c'est une question très générale. Je pense qu'il faut voir chaque cas, mais je dirais d'une certaine manière, si quelqu'un dépasse les limites et contrevient finalement à la loi, c'est normal qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait. Mais je pense que c'est important aussi de faire la distinction entre la personne qui a commis un crime, par exemple, et le crime. Et de ne pas faire qu'un amalgame. Bien sûr qu'il y a un côté où c'est un tout, mais il y a aussi une personne derrière. Des fois, finalement, il y a un acte qui peut être commis qui peut se comprendre, je ne dis pas se justifier, qui peut se comprendre dans la situation de ce que la personne a vécu, puis à un moment donné, il y a eu un débordement qui a fait que... Et finalement, si on fait cet amalgame-là,
on enlève encore le peu d'humanité qui reste à cette personne qui a commis un crime. D'ailleurs, finalement, dans la société, il y a un objectif, c'est que les gens qui ont commis un crime, ils vont, en guillemets, être condamnés pour ce qu'ils ont fait et puis avoir une peine. Mais l'objectif, c'est la réinsertion à un moment donné. Et du coup, c'est-à-dire que notre société, on est responsable d'accompagner ces gens vers la réinsertion. Mais après, c'est clair que ça pose plein de questions sur le pardon, si on est victime ou proche d'une victime, etc. Donc, c'est pas une question si simple que ça. Mais c'est aussi peut-être à un moment donné, quand on peut prendre un peu de recul, un peu de sagesse par rapport à ça, c'est de faire cette distinction. J'ai un petit exemple qui me vient en tête, c'est assez frais. Dans le cadre de mes recherches pour un futur livre, j'ai passé 3 jours en prison. Alors, pas en tant que détenu, c'était de ma propre volonté, mais j'y ai travaillé en fait comme agent de détention pendant 3 jours. Je vais d'ailleurs y retourner plus prochainement. C'était une expérience qui était vraiment extrêmement intéressante. Et j'étais dans le pénitencier où il y a les personnes qui purgent les plus grandes peines. Donc, il y avait des prisonniers qui étaient là depuis 30 ans et qui n'en sortiront pas. Il y en a d'autres qui en sortiront peut-être. Et je parlais avec un des agents justement sur cette question du jugement. Et puis, très justement, il me répondait, il me dit, mais moi, je ne suis pas là pour juger ces personnes-là. Elles ont déjà été jugées. Je suis là pour les accompagner durant leur temps d'incarcération. Donc, pour moi, ce qui m'importe, c'est le comportement qu'ils ont aujourd'hui dans cette situation. Peu importe ce qu'ils ont fait. Et du coup, en fait, il y a cette idée d'aller au-delà, finalement, parce que j'ai vu plein de personnes, je me suis aussi posé beaucoup de questions. Il y a des gens, je savais ce qu'ils avaient fait. Il y en a d'autres, je ne savais pas, mais je l'ai appris. Et j'ai eu toute cette réflexion de dire, mais finalement, est-ce que je vais rester avec cette image de cette personne par rapport à ce qu'elle a fait, ou est-ce que j'arrive à dépasser ça dans ce cadre-là? Et je pense que c'est pas facile, parce que forcément, quand il y a des gens qui ont fait des choses terribles, ça va rester dans un coin, et puis on va quand même, mine de rien, même si on ne veut pas juger, quand même porter un jugement. Mais je trouve que cet exercice-là est très important. Vous êtes l'auteur, Marc Woltenhauer, de Polar pour enfants. Est-ce que c'est le même travail d'écriture? Je dirais ça. Oui, pour moi, c'est le même travail, que ce soit finalement dans la manière d'imaginer le scénario ou de l'écrire, si ce n'est que dans les romans policiers pour les plus jeunes, le scénario est moins complexe, il y a moins de pages. Dans l'écriture, finalement, j'ai pas l'impression de devoir trop modifier le style d'écriture. Je faisais juste un peu plus attention au vocabulaire. On peut de temps en temps mettre une note de bas de page. L'éditeur aimerait aussi que le langage soit soigné et puis que les jeunes lecteurs puissent apprendre quelque chose. Mais il faut qu'ils comprennent les mots. S'ils ne comprennent pas le mot, il faut qu'ils comprennent le contexte. Donc, je fais peut-être un peu attention au vocabulaire, ou alors des fois, l'éditeur me propose de changer pour pas que ce soit trop compliqué. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et même la réflexion ou les thèmes qui sont traités, là aussi, j'ai réalisé avec le temps qu'on pouvait traiter de sujets qui sont assez sérieux avec des enfants, même de 10 à 12 ans. Ça, je l'ai appris quand j'ai accompagné une classe à Saint-Léger pendant toute une année scolaire, qui ont écrit leur propre polar. Du coup, j'ai pu voir en fait à quoi ils réfléchissaient, leurs idées, etc. D'ailleurs, ils avaient des idées qui étaient bien plus tordues que les miennes pour commettre des meurtres, etc. Mais au-delà de ça, j'ai réalisé qu'on pouvait... ils étaient intéressés à aussi entendre parler de sujets qui sont, en guillemets, des sujets d'adultes. On a peut-être des fois cette fausse impression que j'avais aussi en disant « Ah, mais il ne faut pas que ce soit trop sérieux, trop violent, ou des sujets trop durs, parce qu'ils ont dit sous nous. » Mais en même temps, ce qu'ils lisent dans la presse, ce qu'ils voient à la télé, pourquoi pas ne pas aborder des sujets aussi assez graves. Ce que j'ai fait dans Le Temps des sorcières, où mon éditeur, quand ils ont vu le scénario, parce que je devais le soumettre avant de l'écrire, ils ont un peu toussé au début, en disant « Non, mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible, etc. » Et puis, je les ai convaincus que oui. Et du coup, c'est Le Temps des sorcières qui se passe au château d'Aigle. Et dans le prologue, on est en 1620 ou 40, je ne sais plus, on assiste à un procès pour sorcellerie au château.
où au fil du prologue, on apprend que le condamné est un enfant de 10 ans. Et à la fin du prologue, cet enfant est condamné à être décapité. Alors, je décris pas la scène, hein, peut-être fait dans un peu là pour adultes, mais néanmoins, il est condamné à être décapité. Et à l'époque, ils se sont montrés cléments avec la décapitation, parce qu'autrement, ils l'auraient brûlé si ça avait été un adulte. Mais comme il était un enfant de moins de 14 ans, 14 ans, on était adulte à cette époque-là, ils ont dit, on va être clément, on ne fait que lui couper la tête. Et ça, c'est une histoire vraie. Alors, pas au château d'Aigle, mais ça s'est passé notamment dans le canton de Fribourg. Il y a des faits d'enfants qui ont été condamnés et décapités. Donc, je me dis, mais en fait, vu qu'il parle aussi d'histoire, de chasse aux sorcières, pourquoi ne pas aborder cette question-là? Mais très vite, la question après est venue, disant, ça, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, la chasse aux sorcières, c'est quoi? Est-ce que ça existe encore dans notre société, la chasse aux sorcières? Et du coup, le thème, en fait, qui est abordé dans cette enquête, on est avec un groupe d'extrême droite. Et voilà. Alors, pour laisser un petit peu d'espace au public, je vais terminer en vous posant des questions. Vous devez répondre dans l'instant, du tac au tac. Bon, d'abord, je vous lis une citation et vous me dites rapidement ce que vous en pensez. C'est relatif au prix littéraire. C'est une citation de Marlène Haas-Hofer dans son roman Le mur invisible qui a été publié en 1992. Depuis quelques jours, il m'est apparu clairement que j'espère que quelqu'un lira ce récit. Je ne sais pas pourquoi je le souhaite, ça ne fera en effet aucune différence. Est-ce que vous avez besoin qu'on lise vos livres? C'est une question un peu bête, mais pas tellement. Pas autant que ça. Non, pas autant que ça. Non, je crois que d'abord, j'ai besoin de l'écrire. Et en fait, c'est quand je suis dans la phase de réflexion, d'imagination de mon histoire et d'écriture, en fait, c'est très égoïste, parce que c'est pour moi que j'écris. Après, je suis bien sûr content qu'on veuille bien me lire et puis que ça puisse aussi plaire ou apporter quelque chose au lecteur. Mais c'est jamais ma réflexion quand j'écris. Là, c'est vraiment d'abord purement pour moi parce que j'ai envie et besoin d'écrire cette histoire. Et du coup, en fait, simplement par rapport à ces questions que j'ai ou interrogations, hein, on parlait avant de l'histoire de la violence conjugale, par exemple, je me disais, mais en fait, j'ai moi besoin d'en savoir plus sur ce sujet. Donc, c'est vraiment ce genre d'élan-là qui me motive. J'ai un autre exemple assez concret. Dans Fatal Abîme, l'inspecteur Auer est à l'hôpital. Vous avez lu un extrait tout à l'heure, il a été opéré d'un cancer. Pourquoi j'ai fait ça? Une des raisons, c'était une raison narrative. J'avais envie que dans ce roman-là, ce soit Karine, son adjointe, qui soit sur le devant de la scène et mène l'enquête. Donc, il fallait éloigner Andreas. Donc, c'était une façon assez pratique, entre guillemets, de l'éloigner, sans trop l'éloigner, puisqu'il collabore quand même avec Karine. Donc, il y avait cette réflexion-là. Puis l'autre réflexion, finalement, c'est que j'avais moi-même cette interrogation en me disant, tiens, c'est comment d'apprendre qu'on a un cancer ou de vivre la maladie, que ce soit la sienne ou quelqu'un de proche. Ça m'était encore jamais arrivé dans ma vie d'avoir quelqu'un qui était touché par une maladie importante et sans doute j'avais envie, au travers de cette histoire, de l'expérimenter parce qu'il y a aussi cette manière finalement quand j'imagine les personnages, il y a une question d'empathie, de se mettre à la place d'eux. Donc finalement, on va vivre un certain nombre de choses avec ces personnages. Et pour le coup, pour Andreas, j'étais au CHUV, j'étais voir une chirurgienne, j'ai lu des articles, des témoignages, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu ça. Et puis, c'est ça qui m'a permis d'écrire le livre. Et puis moi aussi, peut-être, d'appréhender cette question. Donc, pour répondre à ça, c'est d'abord pour moi. Alors, qui aimeriez-vous retrouver dans l'au-delà? Alors, ça donne du tac au tac. Voilà. La première chose qui m'est venue, c'était Henning Mankell, mais pourquoi pas? Okay. La convention sociale qui vous agace le plus? La bise. Si. C'est bon? Ouais,
Bon, la chose la plus précieuse que vous possédez. Mon esprit. Votre plus grand moment de solitude. Mon grand moment de solitude. Oula, c'est pas du tac au tac. Vous avez un joker si jamais. Non. Alors, un des grands moments de solitude, c'était au début quand je faisais mes dédicaces avec le Dragon du Muvron. Et je m'étais dit, je vais aller faire une tournée en France en librairie. J'avais que le Dragon en grand format. Puis j'ai été faire une tournée dans les Furets du Nord, entre Lille, Valenciennes et Arras. Et là, j'ai vécu quelques grands moments de solitude. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, comment la passeriez-vous? D'abord, manger une fondue. Et puis peut-être fumer un cigare et après passer le reste du temps sur le canapé avec mon compagnon et mon chat. D'accord. Alors là, vous ne le croirez pas, mais vous souhaitez écrire un polar à Saint-Maurice et moi, j'y ai pensé. Si je vous dis, la fête battait son plein, les rues animées de la cité vibraient de 1000 éclats de couleurs, de 1000 parfums d'encens, du crépitement de 1000 sonorités. Détaché de la foule, il entra aux rues de la médiathèque, sombre, silencieuse, désertée, monta l'escalier, mais là, dans l'ombre, soudain. Et vous complétez. Là, soudain. Non. Enfin, non, ça ne vient pas tout de suite. Voilà, alors la dernière, elle est plus sérieuse. Ma mère disait, n'oublie pas ton chapeau. Mon père me disait, n'oublie pas d'être heureuse. Pour vous, Marc Woltenhauer, qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Il y avait une partie de la réponse dans un des passages que vous avez lus. Sur la question de la sérénité. Je pense que finalement, bien sûr que le bonheur, c'est quelque chose d'important, mais le bonheur, c'est pas toutes les minutes, tous les jours, à tous les moments. Mais la sérénité d'être bien dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait. Je pense que dans le public, il y a des gens qui ont envie de poser une question. Alors, vous avez le micro. Oui. J'ai peut-être perdu le fil à un moment donné. Et je crois il avait posé une question qui était double. Et puis, il lui avait dit, qu'est-ce que vous attendez? Que j'ai pas répondu à ça? Qu'est-ce que j'attends de mes lecteurs? Il y a deux choses peut-être. La première, c'est que je suis toujours très réjoui d'avoir des retours, parce que finalement, même si j'écris pour moi, puis qu'il y a un processus à la base qui est très égoïste, bien sûr, je me réjouis si mon livre va plaire, s'il interroge, etc. Donc pour moi, d'avoir les retours, c'est aussi très, très important, et ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou critiques d'ailleurs, parce que je dis ça aujourd'hui, quand le Dragon du Muvron est sorti, puis qu'il y a eu des premières critiques que j'ai entendues, c'était un peu dur à entendre. Après, il y en a eu tellement de positifs que finalement, ça s'est un peu noyé, mais avec le temps, j'ai aussi appris à vivre avec ces deux aspects-là de la critique qui sont extrêmement importants. Ça permet aussi d'alimenter la réflexion et puis d'évoluer. Donc ça, c'est quelque chose qui me réjouit d'avoir ces retours-là. Puis effectivement, ce que j'attends, c'est peut-être aussi ça, des retours sincères et parfois des témoignages qui sont touchants sur ce que ce livre a évoqué pour quelqu'un ou ce genre de choses. Alors, ce que je vous propose, je clôt et puis ensuite je vous lis. Alors, au terme de cette rencontre, j'aimerais vivement et du fond du cœur, au nom de tous, vous remercier, Marc Woltenhauer, pour ce moment de partage. Évoquant Hugo Duvernay, le ravisseur de l'incroyable prise d'otage dans les mines de sel à Baie, vous écrivez « Même s'il ne pouvait plus communiquer à travers les pages de son ancien quotidien, sa mission demeurait. Il était devenu une voix muette, un simple observateur,
mais restait fermement décidé à agir et à ouvrir les yeux des citoyens sur les injustices et les discriminations. Incarner le personnage fétiche de Charlie Chaplin s'était imposé à lui-même comme une évidence. Ses satires sociales dénonçaient les injustices, représentaient les oubliés de la société. Ça m'a fait un peu penser à vous, toute proportion gardée évidemment, qui au fil des enquêtes de votre inspecteur mettez en lumière quelques graves questions sociales, politiques et humaines, bien d'accord sans doute avec Théodore Monod, lorsque parlant de l'homme, parlant de nous, il confie « Nous ne sommes pas une moyenne, mais une addition, non point du gris, mais du blanc et du noir juxtaposés, une mosaïque, une duplicité. » En clin d'œil et en reconnaissance, je vous offre donc cet aveu d'Héry De Luca dans son récit Le Tour de Loi. En littérature, l'indescriptible n'existe pas. Les mots me donnent de l'enthousiasme, ça loupe pour mieux voir. Les mots n'inventent pas la réalité qui existe de toute façon, mais ils donnent à la réalité la lucidité soudaine qui lui retire son opacité naturelle et ainsi la révèle. Les mots sont l'instrument des révélations. Marc Woltenauer, merci. Merci beaucoup. Alors,